C'est la diversité des couleurs qui fait la beauté du tapis, Dixit Amadou Ampatepa, un homme de culture, un grand homme de culture, si je peux me le permettre ainsi. Oui, parce que nous sommes un peuple diversifié, unis dans cette diversité, qu'aujourd'hui j'accueille avec plaisir sur ce plateau des hommes de culture, des acteurs de culture. Bien le bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez et dans quelle partie du monde vous nous recevez. Bienvenue dans le grand rendez-vous de ce numéro spécial entièrement dédié à la culture. Oui, aujourd'hui, nous parlons de politique culturelle et d'entrepreneuriat culturel. Pour poser le débat, je suis accompagnée sur ce plateau par Monsieur Adaman Traoré. Il est comédien, metteur en scène, auteur, non moins directeur de la compagnie Acte 7, président de la Coalition malienne pour la diversité culturelle, membre fondateur du réseau KIA et aussi président de la FEDAMA. J'espère que je ne me suis pas trompé, M. Traoré. Non, pas du tout. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Réciproque. À ses côtés, sinon en face de lui, nous avons M. Lassana Igo Diarra. J'espère que c'est Lassana qui vient avant Igo ou c'est Igo qui vient avant Lassana? Peu importe. Peu importe. Ouais, peu importe. C'est toujours M. Lassana Igo Diarra. Oui, c'est correct, c'est correct. Merci M. Diarra d'avoir accepté notre invitation. Vous faites appeler le visionnaire de la culture africaine contemporaine. Vous êtes initiateur de la Biennale de Bamako. Vous êtes fondateur et directeur de la galerie Médina de Bamako. J'espère que je n'ai rien oublié. Il y a des petites corrections à faire, mais au cours du débat, on va clarifier cette On va clarifier tout ça. Je suis sûre que c'est pour aller un peu plus en profondeur. Oui, absolument, absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le dernier invité est un homme de médias et par affinité un homme de culture. Il est nommé Youssouf Doumbia, le journaliste culturel de notre plateau, très amoureux de notre riche patrimoine culturel. Monsieur Doumbia, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. D'entrée de jeu, aujourd'hui nous parlons de politique culturelle. Nous commençons par vous, Monsieur Kaouli. C'est quoi une politique culturelle? Une politique culturelle, c'est l'ensemble des mesures que met en place un État pour soutenir la création, la diffusion, la production et aussi favoriser la transmission de la culture. Donc c'est l'ensemble de toutes ces mesures que l'État met en place pour appuyer ce secteur-là et rendre ces différentes missions, c'est cet ensemble qu'on va appeler politique culturelle. Et c'est clair que c'est un droit souverain de chaque État à mettre en place sa politique culturelle. Monsieur Diarra, politique culturelle, qui vous inspire cette notion? Ça devrait inspirer de l'espoir, parce que c'est un processus qui date d'il y a longtemps dans chaque pays. C'est des combats menés depuis, disons, en Afrique. Ça fait une vingtaine d'années que les pays sont en train de se battre pour adopter des politiques culturelles, parce que c'est des processus de consultation nationale de différents acteurs, de différents experts, qu'ensuite le ministère de la Culture adopte et qu'on espère mettre en place. Donc ça suscite de l'espoir. De l'espoir pour M. Diarra. Alors, M. Youssouf Doumbia, vous êtes un fin accompagnateur, un fin connaisseur de la culture malienne à travers plusieurs couvertures d'événements majeurs de nos activités culturelles. Pour vous, quand on parle de politique culturelle, qu'est-ce que vous entendez par politique culturelle? Eh bien, merci beaucoup. Pour moi, une politique culturelle, c'est juste une manière pour un État de permettre à la culture de participer au développement du pays. Parce que pendant longtemps, on ne mesure pas très bien le rôle et la place de la culture. Donc quand on mène une politique culturelle, ça permet à l'État, aux différentes collectivités, de mettre en exergue ce qu'on peut tirer de la culture pour contribuer au développement. Parce que c'est vrai que la culture, ça regroupe... quand on prend le cas de notre pays, la culture mobilise beaucoup de gens, beaucoup d'énergie, mais sa contribution au développement du pays n'est pas toujours quantifiée et n'est pas toujours bien cernée. Et donc la politique permet non seulement de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer, pour augmenter la participation de la culture au développement du pays.
Participation de la culture au développement du pays ne se fait pas sans les entreprises culturelles, hein. Aujourd'hui, selon vous, M. Diarra, quelles sont les clauses qui définissent la place des entreprises culturelles dans la politique culturelle elle-même? Les clauses qui définissent La place des entreprises culturelles. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la politique culturelle que l'État malien a décidé de mettre en place, parce qu'il y a quand même des discussions autour de la notion, est-ce que les entreprises culturelles ont une place prépondérante? Bon, honnêtement, la dernière monture, je n'ai pas eu le temps matériel de lire la dernière monture, donc je ne peux pas me prononcer exactement sur la place qui est prévue dans cette politique culturelle. Mais vous, en tant qu'entrepreneur culturel, vous êtes à la tête d'une entreprise culturelle qui, depuis plusieurs décennies, arrive quand même à maintenir le cap. Pour vous, est-ce qu'il ne serait pas temps de poser clairement, spécifiquement, la place de ces entreprises culturelles dans la politique culturelle? Oui, bien sûr. Je pense que c'est tellement évident. C'est pour ne pas dire des inepties que je dis, c'est tout à fait normal parce que c'est une composante majeure du dispositif. Aussi bien au niveau que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit les associations, que ce soit les entreprises, que ce soit tout le secteur. Donc c'est très très important que la place qui devrait figurer dans la politique culturelle, mais indépendamment même de ce que ce soit sur papier ou que sur politique, mais dans la réalité de tous les jours, je pense que c'est un ingrédient important dans l'éclosion et dans l'accomplissement des arts et de la culture, si j'ose m'exprimer ainsi. La même question pour vous, M. Traoré. Au même titre que M. Diarra, vous avez déjà une entreprise culturelle qui existe depuis plusieurs décennies aussi. Comment maintenir ce cap dans la mesure où les entreprises culturelles ne sont pas définies comme des entreprises entités à part entière, reconnues comme les autres entreprises au Mali? Oui, mais il faut dire qu'il faut que l'État arrive à mettre en place les moyens pour que nous sortions de l'informel. Aujourd'hui, nous réclamons beaucoup plus un statut fiscal. Un statut fiscal parce que si on parle d'entreprise, c'est clair et net que ces entreprises, c'est pour générer des bénéfices. Et quand elles génèrent des bénéfices, il faut aussi qu'elles s'acquittent de certaines obligations et taxes vis-à-vis de l'État. C'est vrai que tout ça aujourd'hui, c'est le grand problème que nous avons au Mali, c'est la vision et la gestion de la culture de façon patrimoniale. Or, la culture, c'est un secteur du développement, secteur de croissance. Quand on va comprendre ça, on va faire en sorte que les entreprises culturelles puissent être entreprises créatrices d'emplois. Aujourd'hui, nous avons eu une avancée qui est l'AVOC, l'assurance volontaire pour la culture. C'est-à-dire que c'est la sécurité sociale qui arrive. Mais la sécurité sociale doit être accompagnée par ce qu'on pourrait appeler la présomption de salaire. Aujourd'hui, dans tout le secteur de la culture, aujourd'hui, on ne peut pas définir qu'est-ce que le cachet d'un artiste, c'est négocié. Or, il serait intéressant de travailler pour qu'on puisse avoir une convention collective, qu'on puisse avoir un salaire interminimum, un SMIG, un salaire minimum intergaranti. C'est toutes ces étapes-là qui vont faire que nous allons sortir de l'informel, que l'État va y gagner et que les entreprises aussi pourront être celles qui seront créatrices d'emplois et qui vont générer beaucoup plus de ressources. Déjà, on est dans l'informel, ça ne se voit pas. Sinon, il y a un travail qui est fait au niveau de ces entreprises. Une économie qui se crée autour de ces entreprises créées par ces acteurs de culture, des hommes de culture. Alors, M. Youssouf, on voit que vous avez accompagné pas mal d'activités et vous avez un regard, même si vous n'êtes pas forcément un acteur culturel, mais vous avez un regard très critique sur le positionnement de nos entreprises culturelles. Alors, pour vous, est-ce que sortir de l'informel serait un plus dans la mesure où on a déjà une avancée majeure qui est l'AVOC, mais est-ce que d'autres avancées peuvent aussi s'ajouter à cette longue liste? Oui, Adama vient de le dire, hein, c'est-à-dire que l'État doit permettre à ces entreprises de sortir de l'informel.
faire en sorte que ces entreprises puissent exister comme entreprises, les percevoir comme telles, et donc leur accorder le traitement qu'ils méritent. Et c'est en cela que ces entreprises peuvent se développer. Et en se développant, ces entreprises vont entraîner beaucoup de choses avec elles. Bon, maintenant, c'est vrai que chez nous, pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les entreprises ont du mal à exister. C'est vrai que avec les différentes crises que nous subissons, les entreprises classiques ont déjà des problèmes. Et maintenant, les entreprises culturelles, elles devraient bénéficier d'abord d'une reconnaissance en tant que telle. Cette reconnaissance qui leur ouvre des voies, qui leur permettent d'exister comme entreprise. Et si on n'est pas dans le cas, c'est difficile pour elles. C'est extrêmement difficile pour elles. Encore une fois, c'est le rôle de l'État qui revient en cause, quoi. C'est-à-dire que pour revenir au travail, à ce que la politique culturelle peut permettre, comme on vient de le faire tout à l'heure, il y a une étape de construction de la politique qu'on vient de franchir il y a quelques semaines. Et dans ce dernier cas, les entreprises, c'est-à-dire que cette politique culturelle qu'on veut mettre en place, on dit politique culturelle et politique de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Donc, ce qui fait que les entreprises artisanales et les entreprises touristiques sont également concernées. Et on parle d'un plan ou d'une vision qui va s'étaler sur une génération. Mais c'est vrai que dans ce domaine, il y a les autres entreprises qui existaient déjà et qui marchaient pas mal, comme les entreprises touristiques, les établissements touristiques et les entreprises artisanales. Ils existaient déjà, il y avait une certaine organisation. Voilà. Maintenant, avec la crise, ils ont commencé à avoir des problèmes. Donc, l'État, comme on nous l'a expliqué pendant cet atelier, l'État veut faire en sorte que, non seulement c'est de diminuer l'effet de la crise sur ces entreprises, mais également de leur permettre de résister et de pouvoir s'en sortir une fois la crise terminée. Bon, maintenant, si vous voulez mettre ces entreprises artisanales, ces établissements touristiques et les entreprises culturelles dans un même panier, il est évident que le travail va être extrêmement énorme. Bon, on nous a quand même rassuré que actuellement, nous avons des dirigeants on nous a rassuré qu'il y a une volonté politique pour accompagner toutes ces entreprises. Ben, on va les voir à l'action. On va les voir à l'action. On va voir comment ce que tout cela va donner, quoi. D'accord. Monsieur Diarra, la question de la durabilité des entreprises culturelles revient, dans la mesure où, pour beaucoup, c'est une entité qui est dans l'informel, mais vous êtes organisé depuis plusieurs années, plusieurs décennies, si je peux me le permettre ainsi. Pourquoi la question de la durabilité revient? Pourquoi les entreprises ne font pas long feu? Donc, déjà, j'aimerais rebondir un peu sur ce que... Oui, allez-y, je vous en prie. En termes de perception, parce que tout est au niveau de la perception. On conçoit plus des banquiers, on conçoit plus certains métiers comme entrepreneurs. Alors que je pense que la lecture qu'on fait de la culture est des fois biaisée. Moi, je prends par exemple la télé, l'audiovisuel. L'audiovisuel a un point important de la culture dans l'audiovisuel. Même quand on regarde un programme télé, le contenu, que ce soit la publicité, que ce soit les émissions de loisirs, les émissions de musique, etc., etc., tout ça, pour nous, en tant que lobbyistes des arts et de la culture, on considère que c'est des entreprises culturelles. Que ce soit, je prends des métiers comme l'édition ou l'imprimerie. Des métiers où la culture est le nerf Ce sont des dérivés carrément. Non, est le cœur même du processus. Et dans certains pays, tout ça, c'est considéré comme de la culture. Et donc, c'est des entreprises ordinaires comme tout le monde. On a tendance à dire, des fois, nous avons nos comptables, nous avons nos ingénieurs. Quand on prend un spectacle,
Un concert, c'est très bien, on vient, on applaudit, mais on ne se rend pas compte de toute l'ingénierie qui est derrière. Il faut des ingénieurs de son, il faut des ingénieurs de lumière, il faut de la régie, il faut du marketing. C'est carrément une industrie derrière. On a des agents de com, on travaille avec de la communication, du marketing, comme toutes les autres structures, mais c'est une question de perception. Comme des fois on considère l'art et la culture comme du loisir ou du folklore, donc des fois en termes de perception, on a du mal à nous considérer comme des entreprises comme les autres. Ce que j'aimerais dire par rapport à la durée, de manière cyclique, on dit qu'une entreprise qui dépasse 7 ans, à partir de 7 ans, on peut considérer que c'est une entreprise qui s'est installée dans la durabilité. Mais j'avoue qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'adaptation. Comme Youssouf le disait tantôt, malheureusement, la situation actuelle même du pays fait que ça devient de plus en plus difficile. Parce que, donc, il n'y a pas de recette miracle, hein, c'est le travail et puis la créativité. Essayer de s'adapter en fonction de l'environnement, en fonction de... Oui, c'est le travail, c'est le travail. Le travail a un peu de chance et puis les opportunités. Travail, un peu de chance et les opportunités. Alors, Monsieur Traoré, avant d'en venir à la question de la durabilité, comment déconstruire cette idée fausse, sinon biaisée, que nous avons de la culture des hommes de culture? Parce que pour le commun des mortels, pour une grande majorité, quand on se fait appeler homme de culture, les gens ont du mal à se situer. Oui, parce que ça, c'est l'histoire de ce pays-là. Après les indépendances de toutes les anciennes colonies de la France, le Mali était le seul à ne pas considérer les artistes comme des travailleurs, excepté ceux qui étaient dans les formations nationales. Et cette vision patrimoniale de la culture faisait que ceux qui étaient au sein des formations nationales étaient considérés comme des artistes du peuple et qui travaillaient dans la vision du parti unique de l'époque. Et on a mis du temps à comprendre que c'est une industrie. Et tout le monde aujourd'hui va te parler de l'industrie culturelle, en oubliant que l'industrie, ça renvoie à l'usine. Et vous ne verrez jamais une usine avec un seul corps de métier. Donc, spécifiquement sur le terrain de la culture, vous avez les métiers de la création. Vous avez les métiers de l'administration, vous avez les métiers techniques, vous avez depuis quelques années maintenant les métiers numériques qui sont venus. Et les métiers numériques résument en eux les 3 autres métiers. En numérique, on peut être des créateurs, en numérique, on peut avoir l'administration et en numérique aussi, on peut être sur la technique. Donc, c'est cet ensemble-là qui forme l'industrie culturelle. Et aujourd'hui, le devoir d'un État, c'est de faire en sorte que ces différentes chaînes puissent exister. Et ce n'est pas tout. En mettant en place ces différentes chaînes, il faut qu'il y ait une législation. Et cette législation qui va amener la gestion des droits. Droits d'auteur, droits voisins. Et aujourd'hui, on a les droits de la reproduction, on a les droits, les redevances de la copie privée, etc. C'est cet ensemble-là où l'État, en tant que pouvoir régalien, doit initier des mesures qui feront que les métiers de la création puissent exister à travers des formations, qui feraient qu'on puisse arriver à voir la diffusion qui va amener la création des marchés nationaux, qui ferait aussi que des entreprises puissent exister avec certaines facilités dans le cordon pour pouvoir faire des créations. C'est cette vision d'ensemble dont nous avons besoin. Prenons le document cadre de politique culturelle qui a été ces jours-ci soumis à validation aux différents partenaires. L'axe 2 parle de la professionnalisation. Et cette professionnalisation, en allant vers les états généraux de la culture, qu'est-ce qui a été demandé? Ça a été aussi de créer des certifications. Parce qu'on est encore une fois dans le flou.
Aujourd'hui, quand vous prenez un domaine comme la musique, une personne qui chante, et elle va amener, quand c'était le temps des albums et autres, elle entre en studio, Il y a elle toute sort, une chaîne derrière. un album et on va voir elle avec son image et tout sur la pochette de l'album. Mais on ne va pas avoir des informations sur qui l'a accompagné, on ne sait pas qui est l'arrangeur, on ne sait pas quels sont les instrumentistes, etc., etc. Aujourd'hui, avec une législation qui aujourd'hui n'est pas que malienne, parce qu'on est dans l'AES, on vient de faire une politique commune. On est dans l'UEMOA qui a des directives. Mais comment nous, aujourd'hui, on va sortir de cette vision patrimoniale de la culture et mettre les bases pour que, et c'est ces bases-là qui vont favoriser la durabilité. Aujourd'hui, si depuis des années, il y a eu des créations qui ont été faites et que ces créations ont été suivies, ont été enregistrées, ont bénéficié de leurs droits, les droits continuent à exister parce que nous sommes dans un système francophone, français. Or, le droit, selon cette vision napoléonienne, c'est le droit d'auteur à une existence de 70 ans et que ces ayants droit peuvent bénéficier. Donc, toutes ces créations qui ont eu lieu peuvent aider à la pérennité, à la stabilité, à la durabilité de l'événement, mais rien de cela n'existe. Il n'est jamais trop tard. On a ce document cadre des politiques culturelles qui, on a dit, la temporalité, ils diront une génération. Mais non, les politiques au niveau national, aujourd'hui au Mali, c'est sur 10 ans. Donc déjà, il faut qu'on se concentre sur la vision des 10 ans. Et aussi, quel est le budget qui va être mobilisé pour faire ce travail-là. Moi, je pense qu'un des premiers travaux à faire par rapport à la professionnalisation, c'est de faire en sorte que nous puissions arriver à structurer les différents corps de métier. Si c'est la musique, qu'on arrive à définir qui est instrumentiste, qui est auteur, qui est compositeur, qui est arrangeur. Quelles sont les chartes des compétences qu'il faut avoir pour exercer ça. Et aussi pour les facteurs des instruments, qui est capable de fabriquer les instruments, ces instruments sont fabriqués à partir de quoi, etc. Qu'il y ait une législation par rapport à ça. Que nous prenons le métier comme celui de la scène théâtre, par exemple, qu'on puisse arriver à définir qui est acteur, qui est humoriste, qui est conteur, qui est marionnettiste, etc. etc. C'est rébarbatif, mais je crois si on veut bâtir quelque chose, faire que la culture sorte de cette vision patrimoniale et autres, pour que ça soit le véritable secteur de développement, il faut faire ce travail-là maintenant. Véritable secteur de développement, M. Doumbia, vous l'aviez énoncé tantôt. Est-ce que, en allant dans la lancée que M. Traoré nous propose, définir clairement la place, les rôles, les prérogatives de tout un chacun, nous allons en venir à bout de ces entreprises qui meurent dans l'œuf? Oui, bien sûr. Bien sûr. Le problème, c'est qu'on donne toujours l'impression que nous, on ne peut pas faire ce que les autres sont en train de faire. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux. On est doté d'autant d'intelligence que tout le monde. Il y a des pays qui ont réussi. Il y a beaucoup de pays qui ont réussi dans tous ces domaines-là. Alors, pourquoi nous, on ne peut pas faire la même chose? Mais seulement, la différence est que il faut, comme Adam l'a si bien expliqué tout à l'heure, il faut poser le cadre. Il faut qu'on sache qui fait quoi, pourquoi il le fait, quels sont ses droits, quelles sont ses limites. Il faut que cela soit très clair, très clairement établi, d'après les règlements, d'après la loi, et qu'il y ait un organisme qui puisse contrôler et dire, voilà, si vous décidez d'être chanteur, voici vos limites, voici vos droits. Si vous êtes instrumentiste, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on est aujourd'hui dans un environnement, dans un contexte où, excusez-moi le terme, n'importe qui peut se lever à tout moment pour dire « je suis chanteur, je suis comédien, je suis humoriste », alors qu'il n'en a ni les qualités, ni les compétences, et encore moins autorisé par la loi. Et cela, dans un tel contexte, c'est difficile que ça marche bien. Pourtant, il y en a qui font bien le boulot, qui peuvent faire en sorte que
cet art ou en tout cas ce genre artistique puisse émerger, qui peuvent aider les entreprises, qui peuvent aider les troupes, mais qui n'arrivent pas à émerger parce que il n'y a pas de contrôle. Et puis, si vous prenez par exemple le domaine du cinéma, chaque jour que Dieu fait, vous voyez un nouveau vidéaste. Parce que maintenant, il suffit d'avoir un téléphone. Un téléphone, une petite connexion. Une petite connexion. À la rigueur. Pour faire quelque chose. Mais alors que le cinéma, c'est l'un des métiers les plus compliqués. C'est un métier qui demande un talent. C'est un métier qui demande une formation. Donc, on ne peut pas s'improviser cinéaste. Il faut avoir la formation, il faut avoir le talent et il faut en avoir les moyens. Donc, ce qui fait que non seulement les cinéastes n'arrivent pas à faire correctement leur boulot parce qu'ils ne sont pas encouragés, parce qu'ils ne sont pas soutenus, parce qu'ils ne sont pas financés, mais également, et de l'autre côté, il y a des petites vidéos qui passent et qui concurrencent les vraies productions. Et qui arrivent vraiment même à dégager un petit budget, contrairement à ceux qui ont étudié, qui sont dans le métier. Voilà. Et donc, il faut mettre un frein à ça. Il faut mettre un frein à ça, faire en sorte que, c'est vrai que beaucoup de gens peuvent commencer dans l'informel, mais il faut que, comme Adama l'a si bien dit, qu'il faut qu'il y ait un cadre formel, qu'il y ait un cadre réglementaire qui puisse dire qui fait quoi et délimiter le champ d'action. Et comme ça, cela peut permettre aux vrais talents, aux vraies entreprises d'émerger. Les vraies entreprises mettre un frein à tout ce qui est informel, rendre les activités culturelles plus formelles, organiser, déterminer les rôles. Alors, M. Diarra, pour vous, en dehors de ces points que M. Doumbia et M. Traoré ont cités, quels sont les autres enjeux de notre politique culturelle, même de manière générale dans son ensemble? Les difficultés aujourd'hui dans la mise en œuvre d'une politique culturelle? Non, je pense que, comme on l'a dit, il y a la part de l'État qui va créer ce cadre. Maintenant, ça, c'est la responsabilité nationale étatique. Maintenant, nous, notre responsabilité, à nous, c'est, comme tantôt cela a été dit, de professionnaliser le secteur davantage. En même temps que je suis d'accord avec ce que Youssouf et Adama disaient, mais d'un autre côté aussi, il y a la démocratisation des talents, même si c'est sur des choses éphémères. Par exemple, il y a des phénomènes de mode. Mais justement, c'est ça, entre la durabilité et un phénomène qui vient, une vidéo qui est faite dans une chambre banale, sans grand moyen, et qui arrive à faire le tour du monde, qui marche, qui est un buzz. C'est aussi une forme de démocratisation de la culture dans ce sens-là. Mais cela n'empêche pas que les professionnels ou des gens établis qui ont réellement investi, par exemple, tout à l'heure, quand on venait, moi, je suis très content de voir une vraie télé comme ça, ici, avec ses studios, tout ça. On voit l'engagement qui est différent d'une web TV, par exemple, pour parler comme ça. Donc, ça, je voulais dire ce côté-là. C'est vrai que c'est bien d'avoir les grands moyens, d'avoir les textes. Par exemple, si, c'est vrai que l'État peut définir qui est un chanteur. Mais je veux dire, une griotte peut se lever si elle n'est même pas considérée comme telle. Mais peut-être que si elle a le talent, elle peut marcher. Il y a aussi, il ne faudrait pas que le carcan administratif empêche les talents d'émerger. C'est ce que je voulais dire. Mais en même temps, c'est une garantie aussi d'être compositeur ou d'avoir ces garde-fous de l'État. Mais nous, à notre niveau, c'est justement de développer ces génies-là. Par exemple, on sait que le Mali est connu mondialement pour un pays de la musique. Mais je ne pense pas que ce soit le rôle, c'est l'État qui est à la base de ça. C'est dû au génie de ces musiciens-là qui sont imposés dans le monde, mais ce n'est pas forcément pensé et une politique dans ce sens, mais peut-être c'est le talent intrinsèque que les gens ont et qui se sont fait entourer de professionnels d'ici et d'ailleurs qui a permis à ces personnes-là d'éclore sur le plan national et mondial. Mais aujourd'hui, les entreprises culturelles, c'est vrai, on a énoncé, c'est à l'État de jouer au garant. Maintenant, les entreprises, puisqu'on le sait, quand on parle d'entreprise, il y a une certaine notion de privatisation dans la chose. Comment est-ce qu'eux aussi peuvent jouer leur rôle pour accompagner les États, sinon l'État, dans cette dynamique? C'est ce que je disais tantôt, il y a beaucoup d'associations qui ont des volets associatifs et qui, par ailleurs, aussi, des fois, ont des volets entrepreneurial. Donc, c'est vraiment conflictuel, ces deux niveaux-là. Parce que pour bénéficier de subventions ou d'aides, parce que ce n'est pas toujours vers le privé, c'est plus le côté associatif. En même temps qu'on nous demande d'être rentable et compétitif,
En même temps, de l'autre côté, on tend la main vers l'État. C'est très paradoxal ce que je suis en train de dire, mais toute culture a besoin aussi de l'appui de l'État ou de subventions, parce que c'est très, très difficile. Même un concert, je donne l'exemple de la musique, hein, un concert qui n'a pas de subvention, aussi, de vivre simplement de la billetterie, ce n'est pas toujours évident. Parce que la billetterie seule ne peut pas permettre de toutes les charges. Donc c'est pourquoi le sponsoring ou l'État aussi a son apport. C'est de penser à l'État, mais c'est de penser aussi d'inventer. Si on a la prétention d'être du secteur créatif, il faut que nous ayons la capacité d'inventer comment on peut survivre dans cette jungle. Et aussi parce que le problème de l'État, si on parle de crise, on n'a pas demandé à être dans cette situation actuelle, mais c'est tout le Mali, c'est tout le Sahel qui est en proie à ça. Et comment on peut se réinventer? C'est ça la grande question actuellement. On est obligé de se réinventer parce que les systèmes qu'on faisait, peut-être que l'audience a changé, peut-être que le public a changé. On est plus dans cette notion de souverainisme. Mais tantôt, on dit que la culture, de mon point de vue, est l'instrument le plus important dans la souveraineté. Est-ce que c'est compris? Ça, je ne peux pas répondre à cela. Alors, M. Diarra ne souhaite pas s'aventurer à répondre à la question, mais je suis sûre que M. Doumbia, vous voulez réagir par rapport à ce qu'il a dit avant que je n'en vienne à M. Traoré? Bon, si on prend les décisions politiques, l'année 2025 a été déclarée année de la culture. Hein, donc cela dénote d'une certaine volonté des autorités de vouloir contribuer à l'émancipation du secteur. Bon, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Il y a une politique, comme je le disais, une politique de la culture, de l'artisanat et du tourisme qu'on est en train de mettre en place. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens. L'État n'a pas les moyens actuellement. L'État dit qu'il n'a pas les moyens actuellement, je préfère dire comme ça. Mais je pense qu'il y a quand même une volonté qui est là, pour essayer de mettre les choses en place, pour essayer de faire en sorte que, comme on le dit, que la culture puisse contribuer à ce qu'on appelle le Mali croix. Hein. La souveraineté, Hugo le disait tantôt, la culture est au cœur de la souveraineté. Alors, si vous voulez avoir, comme on le dit, des Mali d'Inkoura, il faut un retour en nos valeurs. Il faut un retour en nos valeurs. Il faut qu'on réfléchisse beaucoup plus à nos traditions, qu'on se comporte beaucoup plus comme à la fois des citoyens avec un passé, mais qui aspirent à un avenir moderne. Donc je pense que c'est un jeu, j'allais dire un peu difficile, mais bon, je pense qu'on peut faire confiance à nos autorités pour faire ce travail-là et on va apprécier en temps opportun. D'accord. Monsieur Traoré, on a écorché le sujet sans pour autant le dire. On a parlé de financement dans les propos de M. Diarra, on l'a dit d'une autre manière. Mais aujourd'hui, le défi majeur pour moi, c'est vraiment comment créer des sources de financement afin que les entreprises ne soient pas dépendantes de l'aide publique. Comment arriver à cela? Parce que j'imagine une politique culturelle, c'est aussi permettre à ces entreprises de sortir de l'ornière, faire en sorte que la culture puisse se prendre en charge elle-même. Mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'État ne fait rien pour la culture. Soyons clairs, je vais vous le dire. Le budget que l'État malien consacre à la culture, c'est 0,43%, 46%. Et ce budget, c'est le budget de fonctionnement du ministère. Hein? Bon, déjà, jusqu'à présent, ceux qui existent, les acteurs culturels non étatiques, ont été des créatifs. Ils ont fait beaucoup. Maintenant, ce qui est indispensable, aujourd'hui, les États généraux ont recommandé que le budget pour la culture, conformément aux recommandations de l'unité africaine, soit à 1%. 1% déjà, c'est pas mal.
il est question de créer le Conseil supérieur de la culture. Dans d'autres pays, le Conseil des arts et autres ils sont financés par l'État à travers, par exemple au Canada, vous avez le Conseil des arts du Canada qui est financé par l'État et dont les comptes sont vérifiés par le vérificateur national. Donc il y a des exemples à aller chercher dans ce sens-là. Premier aspect. Si vous prenez tous les pays de la sous-région, et c'était il y a 2 ans, c'était la Guinée qui était l'un des derniers à mettre en place un fonds d'appui à la culture et aux arts. Donc dans la sous-région, aujourd'hui, le Mali est le seul pays à ne pas avoir un fonds d'appui à la culture. On a créé un fonds d'appui au cinéma et depuis plus de 6 ans, on n'a pas mis un franc là-dedans. Donc il faut qu'on arrive à comprendre que aujourd'hui, quand moi je dis qu'il faut arriver à professionnaliser les autres, ce n'est pas que je sois contre le travail des amateurs. Au contraire, mais ce travail-là aussi doit être valorisé et viabilisé. Aujourd'hui, ce qui nous guette, c'est d'arriver à faire en sorte, aujourd'hui, beaucoup de jeunes Maliens, on a des talents. Mais malheureusement, vous en avez 2 grands qui devaient faire des concerts en France qui ont été annulés. Ils ont besoin d'avoir justement un accompagnement. Tous ils vont se dire, moi je suis manager. En oubliant que la discipline, le management est arrivé en Europe à partir des années 80. C'est des professionnels qui étaient confrontés à des problèmes, qui ont approché les universitaires, qui ont créé une discipline. On oublie que dans ce mot management, il y a le radical to manage, porter vers. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui doivent être formés, qui soient capables de porter la carrière artistique d'un artiste, sa carrière artistique, le porter de tel niveau à tel niveau, en faisant en sorte qu'il puisse avoir tout l'accompagnement qu'il lui faut, que ce n'est pas à lui, à un moment donné, de se préoccuper de savoir que je dois rencontrer les journalistes. Non, il a le manager et tout qui doivent travailler autour de lui. Et c'est malheureusement cela que nous avons occulté. On va trouver la même personne qui est en même temps arrangeur, homme orchestre, chef d'orchestre et tout. Non, ça ne marche pas. Il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que, aujourd'hui, vous prenez l'INA, je suis un pur produit de cet établissement. La section art dramatique, depuis 1963, ne forme que des comédiens. Or, les métiers du théâtre, il y en a beaucoup. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'on puisse arriver à former aussi dans ces différents métiers? C'est comme le cinéma, il y a différents métiers qui sont là. Il faudrait qu'on arrive à former dans ça les métiers de la création, les métiers administratifs et aussi les métiers techniques. Avec les acteurs non étatiques, durant les festivals et tout, on a formé des techniciens. Mais ce n'est pas suffisant, il faut y aller encore en profondeur. Et ces jeunes qui émergent, qui ont du talent, il faut arriver à les accompagner sur leur trajet pour faire d'eux des vedettes, entre guillemets. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons de nouveaux outils qui arrivent. Le streaming, par exemple. Et ces plateformes n'appartiennent pas au Mali. Nous n'avons pas aussi souvent mis des sous là-dedans. Et quels sont les indicateurs pour passer là-bas? C'est le nombre souvent de vues. Et donc, ces jeunes seront obligés d'aller tourner des clips et on va crier en disant non, non, la tradition, nos valeurs ne veulent pas ça, telle tenue, telle tenue. Mais non, c'est à nous de prévoir ça. C'est ça la place de la politique culturelle par rapport aux industries et tout, d'arriver à créer des plateformes pour que nous puissions vendre. Parce qu'aujourd'hui, à cause de l'insécurité et tout, les touristes ne viennent pas. Mais si nous arrivons à créer des boutiques virtuelles où on peut arriver... Savoir se réinventer. Oui, mais on est condamné. On est condamné. C'est le contexte qui nous oblige à ça aujourd'hui. Si vous regardez Olusegun Obasanjo a créé des champions et en mettant de l'argent sur le cinéma chez lui, ça a décollé. Il y a quelques années, le Sénégal a mis de l'argent, comme la Côte d'Ivoire. C'est clair que ce n'est pas des fonds à investissement perdus. Aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est un secteur très rentable et l'assainir
et y mettre les moyens pour que nous puissions aller très loin. Aller très loin. Monsieur Diarra, j'imagine il y a eu des moments où vous vous êtes dit, je pense que je devrais arrêter d'investir autant d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être une petite anecdote par rapport à ces moments où est-ce que vous avez puisé votre force pour tenir, avancer? Non, justement, ces moments-là, hélas, continuent. Parce que quand on parlait tantôt de l'industrie hôtelière, moi, quand je passe devant le Grand Hôtel et que je vois que c'est un hôtel qui est fermé, alors que Bali Asadek est un des plus grands entrepreneurs, le groupe Azalai, est-ce que c'est de sa faute si le Mali n'est plus une destination? Mais chaque fois que je passe devant le Grand Hôtel, j'ai le cœur meurtri. Ce n'est pas de sa faute. C'est la situation dans laquelle on est qui fait ça. Alors que c'est des très grands entrepreneurs. Moi, je prends l'exemple d'une galerie d'art contemporain, parce que aussi, comme on dit, l'année culturelle au Mali, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le côté folklorique de la culture, parce que des fois, j'ai l'impression que certains discours de revaloriser, c'est bien, le Mali même est un pays traditionnel par essence. Moi, je prends par exemple, je suis gêné quand on parlait, je pensais tout à l'heure à l'habillement textile, et je vois que vous trois, il y a le côté malien, je me sens un peu désolé d'avoir cette chemise. Ça, je dis ça pour m'amuser comme ça. Mais ça, c'est pour parler de l'industrie textile aussi, qui est une industrie. Et vous êtes très bien habillés. Et tous les autres sont aussi très bien habillés. Bon, moi, la prochaine fois, je fais l'effort de consommer malien parce que c'est important. Puisque vous êtes de l'art contemporain, on comprend aussi. Oui, mais non. Et la créativité est contemporaine. Il y a des stylistes contemporains qui font de très belles choses au Mali. Et c'est notre devoir aussi de les mettre en valeur. Donc, je disais que ce n'est pas simplement... C'est vrai, il y a des moments où pour payer les factures, c'est difficile, hein, où on se demande comment payer le personnel. Il y a eu des crises comme le Covid, où je disais qu'actuellement, on fait une exposition, il y aura combien d'acheteurs? On va vendre combien d'œuvres? Une, deux œuvres? En même temps, à la fin du mois, il faut payer, c'est ce que je dis, il faut payer les charges incompressibles que toute entreprise a. Il faut payer le personnel, il faut payer le local, il faut payer l'électricité. Et des fois, c'est des métiers avant-gardistes. Est-ce qu'on se demande, avec la situation actuelle du Mali, vraiment, on se pose beaucoup de questions. Ce n'est pas anecdotique. Ça, on a passé par plusieurs étapes ou des moments où tu te disais, mais tout ça, ça rime à quoi? Moi, je parle d'aujourd'hui. Au point où nous en sommes, je touche du bois. Mais hélas, on est susceptible de fermer à tout moment. Alors qu'il faut qu'on donne de l'espoir. Nous qui avons un parcours assez important, qui avons tenu des décennies, moi je disais aux jeunes qu'on est obligé d'être des exemples de réussite. Parce que quelqu'un qui vient dans le métier, s'il se projette à travers ce que nous avons fait, et nous, nos difficultés, on ne doit même pas les dire. On doit, pour maintenir le flambeau, mais en même temps, et c'est ce que je disais, se réinventer. Ce n'est plus anecdotique. C'est une obligation. Que, on est en phase de survie actuellement. Moi, chaque fois que je vois un événement actuellement, chaque fois que je vois une idée, je dis bravo, bravo, parce que ça relève même un peu du miracle. Quand je suis venu dans cet établissement flambant neuf, j'étais content. Je dis, mais le Mali, quand même, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des émissions comme vous, qu'il y a des... Voilà, on est obligé d'être optimiste. C'est pour dire qu'en dépit de cette situation, on peut garder espoir. Oui, c'est ce que je vous disais, il faut. Sinon... Alléluia, on ferme boutique et puis on commence à prier à la grande main. Bon, même si on travaille, on dit toujours ça, mais sinon on ferme boutique, quoi. Non, il faut continuer. L'espoir même est l'essence de la vie. Sans espoir, et on espère que tout ça c'est éphémère, que le Mali sera une redestination, que ceci, cela. Mais en attendant, c'est très très difficile. Il faut dire la vérité aux gens, c'est pas... Voilà, c'est très difficile. Très difficile. Alors, Monsieur Doumbia, vous avez accompagné le processus pendant plusieurs décennies. Vous avez eu à voir des entreprises émerger, certaines qui, même si elles étaient dans l'informel, mettre la clé sous la porte. Est-ce que vous avez une situation anecdotique à nous raconter, une situation où vous vous êtes aussi demandé à quoi rime tout cela? Bon, c'est vrai que ce n'est pas très évident, mais tout à l'heure, quand il vous parlait, j'étais en train de me remémorer mes débuts et les débuts des deux. Hein, je me rappelle, j'ai couvert le lancement d'un album rap que Igo a produit en 1996.
avec 4 jeunes dans le L'homme a rang à plusieurs l'époque. casquettes. Oui, mais Hugo était plein d'espoir, ces jeunes étaient pleins d'espoir, et c'est des jeunes qui ont émergé après. Ça veut dire qu'il fut un temps où vraiment avoir le courage, avoir la perspicacité pouvait porter à quelque chose. J'ai vu les tout débuts de... j'ai assisté à la première édition du Festival du théâtre des réalités. Même le journaliste était content de voir que enfin il y avait un festival de théâtre dans notre pays, un festival de théâtre tenu par des initiatives privées. C'était de l'espoir. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des initiatives à gauche et à droite, mais les gens n'ont pas le même enthousiasme qu'avant. Les gens n'ont pas le même, j'allais dire, le même courage que, par exemple, ces deux qui sont là quand ils étaient à leur début. Tu sens qu'on veut faire des choses, on a envie de faire des choses. Très souvent, d'abord, on n'en a pas les moyens, on n'en a pas forcément les moyens intellectuels, mais surtout, on n'en a pas le courage et l'enthousiasme, parce que ça compte beaucoup. Et qu'est-ce qui détermine cela? Quelque part, il y a l'environnement qui est là. Il y a l'environnement qui est là, qui pèse contre eux. Mais, comme Hugo l'a dit également, il faut que il faut qu'on soit résilient. Il faut qu'on soit résilient, il faut qu'on ait de l'espoir en se disant que c'est à nous de mettre fin à tous ces problèmes. C'est à nous de faire en sorte que puisque nous puissions continuer à travailler, nous puissions continuer à nous développer, il faut qu'on le fasse malgré tous les problèmes. Il faut le faire. Qui va le faire à notre place? Personne d'autre. Donc il faut avoir de l'espoir. Ce n'est pas un espoir, un optimisme béat, mais quelqu'un l'a dit, il faut se réinventer. Il faut toujours se réinventer. Et je pense que nous avons les talents, les talents et la matière grise pour ça. Ouais. Les talents et la matière grise pour ça. Alors, Monsieur Traoré, des situations anecdotiques, et nous allons peut-être en profiter pour prendre votre dernière intervention par rapport à cette problématique de politique culturelle et entreprise culturelle. Oui, mais c'est un secteur où il y a toujours des aléas. Mais par définition, comme c'est le spectacle vivant, et qui parle de vivant parle de pouvoir intégrer tous ces problèmes qui peuvent surgir au dernier moment. Donc, c'est la veille de grande tournée où tu as un des comédiens qui a eu un accident qui en pleine tournée en France, qui est tombé et qui, bon, voilà, il faut l'opérer. Comment il faut sauver la culture. Heureusement qu'on avait pris des assurances et que l'assurance a pris en charge tous ces frais à l'hôpital. Mais en même temps, c'était un énorme manque à gagner. Mais heureusement qu'on avait des assurances et on a pu le faire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'État commence à avoir une bonne législation. Si vous prenez la copie privée des pays de l'UEMOA, la directive est tombée depuis 2023. Aujourd'hui, le Burkina est à peu près à 3 à 4 milliards par an pour la copie privée. La Côte d'Ivoire, qui a commencé l'année dernière, cette année, en 2024, ils ont eu plus de 2,5 milliards. Nous, on n'a même pas commencé encore. On est en train de revoir notre loi pour pouvoir y aller. Donc, c'est dire qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Votre dernière intervention par rapport à cette question de politique culturelle, entreprise culturelle pour un homme de culture qui, d'arrangeur, hein, si je ne me trompe pas, de producteur et un galériste. Ouais, ce que je voulais dire, j'ai une petite anecdote maintenant qui me revient. Ah oui, je vous en prie. Parce que quand on a fait la pose de la première pierre, je pense que Youssouf était là-bas de la galerie Médina, il y avait des ministres, c'était pompeux, c'était pour la cérémonie de la pose de la première pierre. Et puis après, nous, on a fait le soubassement et puis après, on n'avait plus 5 francs. Comme toute construction. Voilà, donc les gens du quartier, nous, on a Blofou Ketrouni, voilà, ceci, cela. Donc, chaque fois que le mur avançait, des fois, je suis là, mais dans quelle galère je me suis mis?
Mais ce que moi je dis aux jeunes, il faut transformer les échecs en victoires. Donc il faut qu'on transforme nos échecs en victoires. La vie, c'est un long processus. On peut avoir beaucoup d'échecs, mais on est obligé d'avoir aussi des réussites. Donc, que l'État fasse ce qu'il devrait faire, c'est ce que je dis. Parce que ça, c'est le côté politique culturel, c'est des combats qui sont importants qu'on doit mener et qu'on a menés de longue date. Donc si le Mali adopte, on dit Alléluia. Ok? Il ne faudrait pas qu'on mette cela dans les tiroirs parce qu'on a beaucoup de politiques culturelles qu'on vote, on applaudit et puis après c'est mis dans les tiroirs. Donc faisons en sorte d'avoir des mécanismes pour voir comment mettre cela en place et que l'État fasse son boulot et que nous aussi en termes de responsabilité, qu'on fasse ce qu'on a à faire, qu'on continue notre ingéniosité, qu'on continue à mouiller le maillot, qu'on continue à s'ouvrir. Et il faut s'inspirer des autres pays aussi. Par exemple, Madame a parlé des streaming. Moi, je pense que le Cap-Vert est un des pays les plus dotés en termes de technologie pour savoir le nombre exact de streaming dans le monde entier. Est-ce que le Mali a ça? Donc, il faudrait qu'on s'ouvre. Nous qui avons cette liberté, peut-être par rapport à l'État qui a moins cette liberté, qu'on puisse s'ouvrir aussi au monde et qu'on continue à inviter l'Afrique. On se dit panafricain. Si on est panafricain, il faut qu'on s'ouvre au monde. Et ça, c'est important pour que le Mali brille, pour que les entrepreneurs nationaux brillent et pour qu'on puisse continuer à conquérir le Mali et à conquérir l'Afrique et le monde. Merci beaucoup. Alors, nous avons commencé par Amadou Hampâté-Bâ et nous allons terminer par Amadou Hampâté-Bâ qui dit, pour le paraphraser, quelle que soit la valeur d'un présent fait à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité. Alors, je vous dis merci. Merci à Adama Traoré, homme de culture. Merci à Youssouf Doumbia, homme de culture aussi, parce que je ne vais pas te dissocier des autres. Aujourd'hui, tu fais partie intégrante de cette grande famille de la culture. Merci. Journaliste. Journaliste, oui. Mais aujourd'hui, tu appartiens plus au monde de la culture qu'au monde du journalisme. Journaliste qui communique sur la culture. Journaliste qui communique sur la culture. Merci beaucoup à M. Lassana Igo Diarra aussi pour avoir accepté notre invitation. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé dans la réalisation de cette belle émission. Je vous dis à très bientôt sur Advance TV, la télé qui a toujours une longueur d'avance.